Civolution, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Les durées de partie, ça va être à peu près 1 heure par joueur, un peu plus d'1 heure par joueur, je pense, en fonction de si vous connaissez le jeu ou pas. Donc c'est un gros jeu de civilisation de Stefan Feld, sorti cette année en 2025, qui me faisait personnellement un peu peur au début, mais qui en fait est pas si compliqué que ça. En tout cas au niveau des règles, c'est assez simple. Après au niveau de l'exécution, on se prend quand même bien la tête, et c'est assez riche, il y a beaucoup de choses. Donc je vais vous expliquer toutes les règles en détail pour les parties multijoueurs uniquement, pas pour le mode solo. Au niveau du thème, on est dans une sorte d'université du futur et on doit passer un examen qui consiste à développer et gérer une civilisation. Donc c'est tout simplement un jeu de civilisation. Ils ont mis un petit thème un peu futuriste, mais honnêtement, c'est pas très important dans le jeu et dans le gameplay. En ce qui concerne la mise en place, c'est un peu long et fastidieux à mettre en place, mais une fois habitué, je pense que ça va un peu plus vite. Vous allez avoir un grand plateau principal composé de 3 grandes parties. Vous allez avoir à gauche différentes pistes et différentes tuiles que vous allez pouvoir essayer de récupérer pendant la partie. Une petite piste ici qui va servir à la fin de la partie pour compter les points. Au centre, vous allez avoir les différents territoires et sites que vous allez pouvoir explorer avec vos tribus. Et à droite, vous allez avoir le déroulé des phases de jeu, donc des différentes actions possibles. Une partie météo en haut qui aura une importance à une phase bien précise de tour de jeu. Une partie événement. Ici, ce sont des objectifs qui vont avoir lieu à la fin de chaque ère, donc ça va se jouer en 4 ères. Et ici, une petite piste qui va vous permettre d'influencer un petit peu les dés roses et de gagner des points avec les statuts que vous aurez éventuellement construits. Donc ça, vous le mettez en place en début de partie. Et au niveau donc de la partie centrale, vous allez assembler le plateau et vous allez mettre des tuiles donc qui sont de formes différentes avec à chaque fois des territoires différents dessus. Là, je vous ai mis la mise en place qui est conseillée pour une partie de base. Donc, c'est cette configuration bien précise de tuiles qu'il faudra suivre. Plus tard, quand vous connaîtrez le jeu, vous pourrez mettre les tuiles dans le sens que vous voulez, l'ordre que vous voulez. Ça n'aura pas d'importance. Tout ce qu'il faut savoir sur ces territoires, c'est qu'il y a en tout 6 types de territoires différents. Vous allez avoir les mers, vous allez avoir les prairies, les déserts, les marais, les collines et les forêts et les montagnes, pardon. Dans chacun de ces 6 types de territoires, vous aurez 3 territoires différents. Donc vous avez 3 marais, vous avez 3 forêts, vous avez 3 déserts, et ainsi de suite. Donc au total, ça fait 18 territoires différents. Et même quand 2 forêts, par exemple, sont adjacentes, on considère que ce sont 2 forêts différentes. Pour passer de l'une à l'autre, ça va nécessiter des déplacements. Pareil pour les prairies et les autres territoires. En plus de ces territoires, vous allez avoir des sites à mettre en place en début de partie. Donc entre à chaque croisement, on va dire, de tuiles, vous allez avoir des petites tuiles comme celle-ci qu'il faudra mettre face cachée sur chaque trou. Évidemment, de l'autre côté, il va y avoir des choses que je vous expliquerai un peu plus tard, qu'on pourra découvrir pendant la partie. En plus de ça, sur 2 tuiles bien spécifiques, vous allez avoir des emplacements de départ ici. Là encore, pour une première partie, on vous demande de mettre les ressources de bois pour l'emplacement de départ de la forêt et la ressource de papyrus pour l'emplacement de départ de la prairie. Donc ces tuiles-là, on va en mettre une dans chacun des 18 territoires, face cachée, à part du coup ces 2 tuiles de départ qui seront face visible. Donc vous voyez, vous avez une tuile ici de prairie face cachée, vous avez une autre ici, donc vous avez les 3 tuiles de prairie qui sont là. Et pour chaque territoire, il y aura une petite tuile à mettre comme ça, aléatoirement face cachée, qui va correspondre à une ressource différente qu'on pourra essayer de produire et de récupérer pendant la partie. Donc il y en a 2 qui sont face visible sur les emplacements de départ, les autres sont face cachée et aléatoires. Une fois que vous avez fait tout ça sur ce plateau, il vous reste à éventuellement masquer des emplacements en fonction du nombre de joueurs. Donc là, moi j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs, donc j'ai masqué tous les emplacements où il y a inscrit 3 petits bonhommes ou 4 petits bonhommes, donc 3 ou 4 joueurs. Donc pour ça, vous allez prendre les petits jetons de chasse sur leur verso et en prenant du coup les couleurs qui correspondent au territoire pour masquer les différents emplacements pour 3 ou 4 joueurs. Évidemment, si vous jouez à 3, vous masquerez que les emplacements à 4 joueurs, et si vous jouez à 4, vous ne masquerez aucun emplacement. Donc c'est tout, je l'explique après la mise en place des joueurs, donc là j'ai déjà mis les pions des joueurs, je l'explique tout à l'heure. Donc voilà pour le plateau des territoires, la mise en place. Sur le plateau de gauche ici, vous allez piocher un certain nombre de dés, mettre en place un certain nombre de dés, là encore en fonction du nombre de joueurs. Donc dans le jeu, il y a 2 types de dés, il y a les dés blancs et les dés roses. Pour 2 joueurs, vous mettrez 3 dés blancs, 3 dés roses en haut. Si vous jouez à 3, vous en rajouterez un de chaque, et à 4, vous en rajouterez encore un autre. Donc il y en aura 5 pour 4 joueurs.
Vous mettrez dans la petite zone ici les différents jetons de chasse qui vous resteront en fonction de ce que vous avez utilisé pour masquer les territoires. Ici, vous allez mettre des jetons sans points de victoire que les joueurs pourront récupérer quand ils feront le tour du plateau au niveau des points de victoire. Et vous allez utiliser le verso de ces jetons pour masquer aussi certains emplacements en fonction du nombre de joueurs. Donc ici, par exemple, il y a 2 emplacements qui peuvent être masqués. Donc si vous jouez à 3, à 2, vous masquez les 2. Si vous jouez à 3, vous n'en masquez qu'un. Si vous jouez à 4, vous masquez aucun emplacement. C'est l'emplacement pour les puces de succès. Donc là, vous allez avoir 3 types de tuiles qui vont être à placer sur ce plateau. Les puces de succès, notamment, les puces de revenus, et les tuiles de revenus et les puces d'attributs. Donc ces tuiles-là, en fait, elles sont dans des sacs. Vous les mettez, vous les mélangez. Le sac noir, ce sont les petites puces de succès. Donc vous les mélangez toutes, vous en placez le bon nombre face visible sur le plateau. Le sac blanc, ce sont les tuiles de revenus, même chose. Vous les mélangez et vous en mettez 3 face visible sur le plateau. Et le sac jaune, vous l'aurez compris, ce sont les puces d'attributs, même chose. Vous en mettez 3 aléatoirement sur le plateau. La dernière chose à faire sur ce petit plateau ici, ça va être de piocher 3 tuiles parmi les tuiles objectifs. Donc les objectifs du jeu, ce qui va vous faire marquer des points, notamment en fin de partie, ça va être les avancées sur les différentes pistes de progrès ici. Donc vous avez 5 pistes de progrès: la technologie, le prestige, la connaissance, la construction et la culture. Donc au début, chaque joueur mettra un pion sur l'emplacement 0, évidemment, à sa couleur. Ces pistes-là vous feront marquer des points pendant la partie, et à la fin de la partie, vous allez avoir des points d'évolution. Donc ça, ce sont des caractéristiques que vous aurez sur votre plateau personnel, je vais y revenir, qui vous feront aussi marquer des points. Des points de prospérité, donc ça va être des symboles de diamants que vous trouverez aussi sur votre plateau. Des points par rapport à votre population, c'est-à-dire par rapport au nombre de tribus, de personnages que vous aurez sur le plateau territoire. Des points de conquête par rapport au nombre de territoires que vous aurez contrôlés en fin de partie. Et ensuite, vous aurez des points par rapport à ce que vous aurez fait sur votre console principale, donc sur votre plateau personnel. Pour toutes ces caractéristiques, à part la console, vous allez avoir des petits jetons qui correspondent à chaque symbole. Ces jetons-là, donc il y en a en tout 9, si je dis pas de bêtises, vous les mélangez en début de partie, et vous en piocherez 3 pour les placer sur les emplacements correspondants. Donc vous voyez, là c'est la loupe, là c'est le diamant, là c'est la population, et vous les placerez sur leur côté point de victoire. Donc ça va permettre d'améliorer les points de victoire de fin de partie de ces différentes caractéristiques. Donc là, voilà, la prospérité, ça vaudra 2 points au lieu de 1, la population, ça vaudra 3 points au lieu de 2, et la connaissance, ça vaudra 2 points au lieu de 1. Donc ça, c'est pour moduler un peu les parties, changer les objectifs de fin de partie. Il vous restera des tuiles que vous allez utiliser de l'autre côté du plateau. Et donc on va y aller tout de suite, parce que de ce côté-là, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir au niveau de la mise en place. Côté droit du plateau principal, vous allez avoir donc le déroulé des actions de tour. Vous allez mettre le petit jeton jaune tout en haut sur la première étape. Vous allez éventuellement masquer aussi avec des tuiles sans points les emplacements ici qui correspondent pas au bon nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2, vous masquerez les 4 cases ici. Si vous jouez à 3, vous masquerez juste les 2 dernières, sinon vous masquerez rien. Donc là, c'est pour la phase d'action qui est la phase la plus importante du jeu. Sur la droite en haut, vous allez avoir la zone de météo. Donc là, vous mettrez le petit marqueur météo sur l'emplacement doux en début de partie. Et ça va éventuellement évoluer. Vous allez avoir un emplacement pour les événements. Donc là, vous allez avoir tout un tas de cartes événements dans la boîte. Vous allez les mélanger toutes et vous allez en piocher uniquement 4 que vous mettrez face cachée sur l'emplacement de droite. Ce sont les 4 événements qui auront lieu pendant la partie. Les autres seront rangés dans la boîte. C'est pour varier aussi les parties. En dessous, vous allez avoir donc d'autres tuiles à placer parmi celles que je vous ai expliquées tout à l'heure, les fameuses 9 tuiles des différentes caractéristiques. Parmi celles qui vous restent, vous mélangez encore et vous en piochez 4 aléatoirement que vous placerez sur l'emplacement de l'ère 1, l'ère 2, l'ère 3 et l'ère 4. Ça va déterminer un décompte qui aura lieu à la fin de chacune des aires. Donc à la fin de la première ère, on va faire un décompte sur la piste de construction, par exemple. À la fin de la deuxième ère, ce sera un décompte des attributs des personnages. Ensuite, ce sera le décompte des territoires, ensuite ce sera un décompte sur la piste de technologie, pour cet exemple-là. Et il vous restera donc 2 tuiles qui seront, elles, remises dans la boîte et qui ne seront pas utilisées pour cette partie.
Enfin, vous avez une petite piste ici, les faveurs d'Aguera, sur laquelle chaque joueur va mettre un petit pion à sa couleur sur l'emplacement le plus à gauche. Pour la partie centrale, on a fini la mise en place. Reste maintenant le plateau personnel de chaque joueur. Donc ceci est le plateau personnel d'un joueur que vous allez donc ouvrir, qui est à la base plié en deux, et sur lequel vous allez commencer par mettre les petites tuiles ici de technologie. Donc il en faut une dans chaque emplacement. Donc par défaut, vous avez quelque chose qui est imprimé, c'est la technologie au niveau 3. Vous avez 3 petites bandes ici. Pour commencer la partie, il faut mettre la tuile technologie au niveau 1, donc avec une seule bande ici, en bas. Quand vous l'améliorez, vous serez au niveau 2, ce sera le verso de la tuile. Et quand vous l'améliorez encore, vous serez au niveau 3 et ce sera ce qui est inscrit sur le plateau. Donc au début, vous mettez les tuiles correspondantes, donc c'est inscrit à chaque fois, là vous avez la migration, vous mettez la tuile migration par-dessus, sur tous les emplacements, et à chaque fois en faisant bien attention d'avoir une seule bande pour être au niveau 1 partout. Ça, une fois que vous l'avez fait une première fois, vous pourrez fermer le plateau et laisser les tuiles à l'intérieur en faisant attention quand vous l'ouvrirez, de l'ouvrir du bon côté. Comme ça vous évite de les mettre à chaque fois. Ensuite, chaque joueur va récupérer un dé pour chacune des valeurs, donc 6 dés au total, un dé de valeur 1, un dé de valeur 2, 3, 4, 5 et 6, qui va placer à cet endroit-là de son plateau. On va aussi récupérer un dé rose chacun, en début de partie, qu'on mettra de côté. Et sur la partie gauche de notre plateau, on va récupérer 2 tuiles, une tuile stade 4, une tuile stade 5, qu'on mettra sur leur côté inactif en début de partie, et qu'on placera donc au-dessus du stade 3, sur la partie gauche du plateau. On va recevoir différents marqueurs qui vont permettre de construire des choses sur le plateau. Vous allez avoir 4 marqueurs de colonie, donc ce sont ces jetons-là, que vous placerez donc sur les 4 emplacements ici. En dessous, on va avoir plus ou moins de diamants qu'on pourra essayer du coup de débloquer en construisant ces colonies. Vous allez avoir 3 jetons de ferme, donc c'est des petites maisons que vous mettrez à cet endroit ici. Et vous allez avoir 2 bateaux, et les bateaux, vous allez les placer avec à chaque fois un petit pion hexagonal au milieu, qui va correspondre à une ressource. Donc ces bateaux-là, vous les laissez pour l'instant à cet endroit-là, et vous pourrez les construire plus tard dans la partie. Voilà pour la console principale. Évidemment, il va y avoir d'autres choses qu'on va rajouter ensuite. Vous allez ensuite devoir créer votre mise en place de départ, on va dire, en piochant différentes cartes. Donc là, vous avez 2 possibilités. Vous avez la façon débutant, on va dire, quand vous faites votre première partie. On va vous demander de jouer avec un deck de cartes préconstruit. Donc là, il va y avoir plusieurs types de cartes à récupérer. Le premier type de carte, ça va être dans le tas qui s'appelle marqueur de départ. Donc là, vous avez plusieurs cartes. Et ces cartes vont déterminer déjà des ressources de départ, des attributs de départ, des différentes choses. Ces cartes-là, pour une première partie, on vous conseille de prendre celles qui sont numérotées en bas, numérotées de 1 à 6, de les mélanger et d'en donner une aléatoirement à chaque joueur. Bon, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai donné la carte numéro 3 au joueur rouge. Et une fois qu'on a déterminé donc ce numéro, le joueur en question va récupérer dans chacun des tas de cartes ici. Donc vous avez les cartes sagacité, invention, bâtiment, exploit et mutation qui correspondent aux pistes sur le plateau à gauche ici. Dans chacun de ces tas, vous allez récupérer aussi les cartes numérotées avec le même numéro que votre carte marqueur de départ. Donc toutes les cartes 3, une dans chaque tas, ça va vous donner votre main de départ. C'est pour avoir un départ un peu équilibré au niveau de ces cartes-là. La méthode plus classique, donc quand vous connaîtrez le jeu pour récupérer ces cartes, elle est simple aussi. Vous allez tout simplement distribuer 3 cartes marqueurs de départ à chaque joueur, puis chaque joueur va piocher 2 cartes dans chaque tas. Donc il aura un total de 13 cartes en main, et parmi ces cartes en main, il va tout simplement devoir garder une seule carte de chaque type. Il va garder une carte marqueur de départ, une carte bâtiment, une carte invention, enfin une carte de chaque. Toutes les autres cartes seront remises sous l'état pour les cartes de couleur, et les cartes marqueurs de départ seront défaussées, ne seront pas utilisées pour le reste de la partie. Donc ça, voilà, c'est pour si jamais vous connaissez un peu le jeu, vous connaissez les cartes, vous aurez du choix, vous pourrez choisir une carte plutôt qu'une autre. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez votre carte marqueur de départ, vous allez tout simplement récupérer les ressources qui sont indiquées dessus. Donc vous aurez à chaque fois 2 ressources
différentes. Et les ressources, elles vont se trouver sur votre plateau, plutôt vers en bas à gauche. Vous avez au total 18 ressources qui correspondent aux 18 types de territoires. Donc les ressources de forêt, les ressources de prairies, de collines, de marais, de montagnes et de déserts. Donc 3 dans chacun des territoires. Ici, on vous dit que vous avez, par exemple, un coton. Vous avez l'icône qui correspond. Donc vous allez mettre un petit marqueur hexagonal. Donc ces petits marqueurs, vous en avez plein. Chaque joueur en a plein. Ils vont servir à marquer plusieurs choses. Donc notamment les ressources. Donc là, vous avez une ressource de coton. Vous avez aussi une ressource comme celle-ci qui est du cuivre. Donc vous mettez un petit marqueur à l'intérieur. Ensuite, vous avez 2 attributs. Vous avez un premier attribut qui est la petite main ici. Les attributs, c'est partie droite du plateau en bas. La main, c'est la dextérité. Donc vous mettrez un petit marqueur en dextérité pour dire que vous avez un point de dextérité. Et le petit œil ici, c'est la vue. Vous avez un point en vue. Enfin, vous avez les ressources qui, celles-là, seront communes à tous les joueurs. Quelles que soient les cartes marqueurs de départ, ce sera toujours la même chose. Et là, on vous dit que vous allez avoir une nourriture. La nourriture, elle est stockée à cet endroit-là du plateau. Vous allez avoir 2 pièces d'argent. L'argent, c'est juste en dessous de la nourriture. Donc, vous mettez 2 marqueurs pour dire que vous avez 2 d'argent. Vous avez un point de concentration. La concentration, ça se trouve ici. Et 2 points d'idées. Et les idées, ça se trouve ici. Alors, tout ça, évidemment, je vais vous expliquer à quoi ça sert après. Là, c'est pour la mise en place. Donc ça, la partie basse, tous les joueurs auront la même chose. Cette carte, ensuite, vous pouvez la défausser. Une fois que vous avez fait la mise en place, elle sert plus à rien. Et il vous reste donc les cartes en main ici. En plus de ces cartes-là, il y a un autre type de carte à mettre en place en début de partie, ce sont les puces de départ. Donc là encore, si vous avez fait la mise en place facile pour débutants, vous allez tout simplement chercher aussi la carte qui correspond au numéro que vous avez récupéré. Donc là, moi c'était les cartes de niveau 3, je prends ma carte puce de départ de niveau 3. Et dans cette carte, je vais rajouter une puce de succès. Donc je vais aller la chercher dans le sac noir. Ce sont les petites tuiles carrées. Il y en a tout un tas. Je mélange, j'en pioche une et je la mets dessus. C'est ma petite tuile succès de départ. Donc c'est ce qu'on vous dit grâce au petit carré ici. Et en fait, cette carte, elle va servir à plusieurs choses. Elle va vous donner déjà un premier type de revenu que vous allez pouvoir glisser sur votre plateau en haut à droite. Elle va vous donner une amélioration d'une des technologies en place en début de partie. Et elle va vous donner donc cette fameuse tuile de puce de succès que vous allez placer sur votre plateau aux emplacements de puces de succès donc qui sont à cet endroit-là. Si jamais vous voulez faire la mise en place avancée, bon, quand vous connaîtrez le jeu, ben là tout simplement vous allez piocher 3 cartes de départ, de puces de départ aléatoirement dans le tas. Vous allez mettre sur chacune des cartes une puce aléatoire et vous allez, avant d'aller plus loin, déterminer le premier joueur. Donc le premier joueur, il va récupérer tout simplement ce petit monolithe ici. Et là, dans l'ordre inverse de l'ordre du tour, donc c'est-à-dire en commençant par le dernier joueur et en remontant, chaque joueur va récupérer une carte et une puce, la puce correspondante. Donc là, ça laisse du choix, et ce sera le premier joueur qui choisira en dernier parmi les 2 qui vont rester. Donc voilà, ça c'est pour la mise en place un peu plus avancée. Dans les 2 cas, ben, vous vous retrouvez donc avec une petite puce de succès, vous vous retrouvez avec une amélioration. Donc l'amélioration, il suffit de repérer donc la tuile correspondante. Ici, on vous dit c'est la production. La production, elle est ici. Et donc on vous dit que vous améliorez votre production, c'est-à-dire que vous prenez la tuile production qui est niveau 1 et vous la retournez pour la passer niveau 2. Donc vous commencez avec une technologie avancée et ce sera asymétrique en fonction des joueurs. Ensuite, vous allez prendre la carte que vous avez récupérée et vous allez l'insérer sur votre plateau en haut à droite en laissant dépasser uniquement le tiers supérieur et ça va vous donner déjà un premier type de revenu, une première capacité de revenu. Donc les revenus, ça va être le symbole avec la petite main, je vais y revenir aussi. Et là pareil, chaque joueur aura un type de revenu différent en début de partie. La dernière chose à faire pour la mise en place, c'est de prendre un petit personnage donc qui correspond à une tribu de votre réserve ici. Donc dans votre réserve, normalement, il vous reste que des petits marqueurs hexagonaux ou des petits personnages. Vous en avez tout un tas. Chaque joueur va prendre 2 personnages, va en mettre un dans chacune des régions de départ, donc celle où on a les tuiles retournées, et où il y a marqué départ ici, sur les emplacements de camps. Donc ici, vous avez dans chaque région des petits emplacements circulaires ici, qui sont des campements.
Et chaque joueur va placer un joueur à sa couleur dans les zones de départ sur un campement qui n'est pas un campement avec un feu. Donc vous avez à chaque fois différents campements entourés en bleu, et un campement entouré en jaune. Le campement entouré en jaune, c'est le campement avec du feu. Celui-là, vous le laissez libre pour le début de la partie, et vous placez chacun un joueur, donc là c'est pour 2 joueurs, un joueur dans chacun des autres campements. Et en plus, donc même chose dans le deuxième emplacement de départ, hein, on met un deuxième marqueur. Et en plus, vous mettez un petit marqueur hexagonal dans la région correspondante, qui correspond en fait à une ressource que vous avez déjà produite dans cette région. Donc là, j'ai une tribu dans cette prairie et une ressource de papyrus. Et là, j'ai une tribu dans cette forêt et une ressource de bois. Évidemment, l'autre joueur va faire la même chose. Je fais la présentation avec un seul joueur, mais chaque joueur fait pareil. Donc il y aura par exemple le joueur bleu qui aura un marqueur ici et un hexagone à sa couleur bleue, et un marqueur ici, un hexagone à sa couleur bleue aussi. Ensuite, on met évidemment un marqueur pour les points de victoire en haut à gauche ici, un marqueur sur chacune des pistes ici, un marqueur ici, je l'ai déjà dit. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de Civolution, ça va durer 4 heures, comme je vous disais, et à chaque heure, on va faire toutes les étapes qui sont résumées ici, en faisant progresser à chaque fois le petit marqueur jaune à chaque étape. Il y a la plupart des étapes qui vont être assez rapides et simultanées, on va tout faire en même temps, et il y aura notamment l'étape 4 qui, elle, va être la phase d'action où on va jouer à tour de rôle, en commençant à chaque fois par le joueur qui a le petit marqueur de premier joueur, et en tournant dans le sens aigu d'une montre, jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé suffisamment de fois pour faire sortir le marqueur de la zone d'action. Vous allez voir, le marqueur va progresser ici, jusqu'à arriver sur la case rouge. Donc à 2 joueurs, ce sera celle-là. Si on avait joué à 3, il y aurait eu 2 cases de plus et ça aurait été celle-là. Et quand le marqueur arrive sur cette case-là, j'expliquerai comment après, tout simplement, on finit le tour en cours. Et chaque joueur rejoue un dernier tour avant de passer aux étapes de fin de manche. Donc ça va être le principe. Une fois qu'on arrivera tout en bas une première fois, on va tout simplement remettre le marqueur tout en haut, et on aura défaussé ce jeton-là parce qu'on aura fait le décompte correspondant à l'ère numéro 1, et on passera du coup à l'ère 2, et on va faire ça du coup 4 fois pour finir les 4 ères, et à la fin de la 4e ère, il y aura un décompte final. On va prendre le petit jeton jaune ici, on va le mettre sur la piste en bas à gauche ici, et on va le faire progresser de gauche à droite en résolvant à chaque fois les points de victoire de chacune des étapes. Et à la fin, c'est le joueur qui aura le plus de points donc sur la piste de points de victoire qui sera déclaré vainqueur. Donc voilà en gros comment ça va se passer. Et maintenant on va rentrer dans le détail des différentes actions, et je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Et on va commencer tout de suite donc avec la première phase, donc la phase de nouvelle carte. Donc là c'est marqué, il suffit de lire, hein. Révéler la première carte de la pioche événement. La pioche événement elle est ici. On prend la première carte, on la révèle. Et cette carte-là, elle va nous donner 2 indications. Elle va nous donner la façon dont le marqueur météo va se déplacer, et elle va nous donner un petit objectif qui va être commun à tout le monde, qui va permettre aux joueurs de gagner éventuellement des bonus vers la fin de la manche. Donc, la météo, c'est très simple. Vous avez l'indicateur ici. Il vous dit, pour ce cas-là, que la météo, elle va descendre de 2 cases. Vous avez 2 petites flèches. Le marqueur va descendre de 2 cases au moment où on gérera la météo. Donc ça sera la phase événement, ce sera la phase 7 ici. Donc vous pouvez anticiper que le marqueur va descendre de 2 cases, évidemment. Au moment de la phase événement, on va résoudre ce qui va se passer à l'endroit où se trouve le marqueur. En fonction de là où il se trouvera, on va gagner ou perdre différentes choses. Mais j'y reviendrai quand on en sera à cette étape-là. Et ensuite, là, on vous dit pour cet événement-là que selon le nombre de colonies construites, donc les colonies, ce sont les petits bâtiments qu'on a mis en place sur le plateau en début de partie, chaque joueur va gagner plus ou moins d'avancées sur les pistes de culture et de construction. Donc si vous avez construit une colonie, vous avancerez juste d'1 point sur la piste de culture. Si vous avez construit 4 colonies, vous avancerez de 2 points sur la piste culture et 2 points sur la piste de construction. Donc c'est un objectif qu'il va falloir essayer de faire pendant la manche en cours, avant d'arriver à la fameuse phase d'événement. Donc voilà pour la première phase, et la deuxième chose qu'on vous dit de faire à cette phase 1, c'est de piocher une carte dans chacune des pioches de cartes recherche. Donc les 5 pioches ici, ce sont les cartes recherche. On pioche la première carte de chaque tas, et on la met face visible
ce sont des cartes qui seront disponibles pour cette manche, qu'on va pouvoir essayer éventuellement de récupérer. C'est tout pour la première phase. Ensuite, évidemment, hop, on fait baisser le marqueur. On passe à la deuxième phase. La deuxième phase, elle est très simple aussi. Chaque civilisation reçoit une puce succès depuis l'emplacement des puces. Placez ensuite la nouvelle puce sur votre plateau. Donc là, les puces succès, elles sont ici. Il y en a 4 à 2 joueurs qui sont visibles. Il y en a un peu plus si on joue à 3 ou à 4. Chaque joueur, et là, à chaque fois, ce sera, la plupart du temps, ce sera dans l'ordre du tour, hein, donc en commençant par le premier joueur, va pouvoir récupérer une des tuiles succès ici. Admettons, je vais récupérer celle-là. Et la placer sur son plateau à l'emplacement indiqué à gauche. Donc là, le principe, c'est que vous avez 3 emplacements de disponibles par défaut, mais vous pourrez en avoir plus que 3, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, une fois que les 3 emplacements seront pris, venir empiler des puces succès par-dessus d'autres. Mais l'idée, c'est que ces tuiles, normalement, elles vont pas rester là longtemps, puisqu'il va falloir essayer de les résoudre pour pouvoir les enlever. En les enlevant et en faisant apparaître ce qui a marqué en dessous, ça va vous donner des petits bonus que j'expliquerai après. Et quand on les enlève, on va pouvoir les placer dans sa console ici, que je vais expliquer aussi après. Mais bon, en tout cas, à la phase 2, chacun récupère une tuile. Quand chaque joueur a récupéré une tuile, ben, on re-remplit tout simplement le marché en allant piocher dans le sac noir des nouvelles tuiles. Très simple aussi. Troisième étape, trouvailles supplémentaires. Donc là, chaque civilisation va pouvoir choisir un type de territoire dans lequel elle a au moins un personnage, et elle va pouvoir récupérer une ressource du type de ce territoire au choix. C'est-à-dire que là, je suis présent dans la prairie. Cette prairie, elle permet de construire du papyrus, mais peu importe, parce que grâce à ce petit pouvoir, je vais pouvoir récupérer n'importe quel type de ressource de prairie. Donc vous voyez que la prairie, il y a le papyrus qui est déjà disponible, mais il pourra y avoir aussi les aromates et l'or, qui sont logiquement dans les 2 autres prairies, mais on ne sait pas encore où. Mais à cette action-là, ben, je peux choisir n'importe laquelle de ces 3 ressources pour la gagner. Donc je peux tout de suite gagner de l'or, par exemple, si ça m'intéresse. Parce que je suis présent dans une prairie. Je suis aussi présent dans une forêt, donc j'aurais aussi pu choisir une des 3 ressources de la forêt. Donc, je choisis un endroit où je suis présent, où j'ai un personnage, il faut que ce soit un personnage qui soit présent, et je gagne une des 3 ressources du territoire choisi. Et ça, chaque joueur le fait simultanément. Ensuite, on passe à la phase d'action. Et donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc la phase d'action, elle va se faire aussi dans l'ordre du tour, en commençant aussi par le premier joueur. Et là, ben on va avoir le choix entre exactement 22 actions possibles. Donc les 22 actions possibles, ça va être les actions qui vont se trouver sur notre plateau technologie ici, qui vont correspondre à chacun des emplacements ici. Sur chacun des emplacements, vous aurez soit une action unique, soit 2 actions au choix. Quand vous aurez une petite bande rouge qui sépare, c'est que vous aurez 2 actions au choix pour la tuile. Des fois, vous aurez 2 actions, il n'y aurait pas la petite bande rouge, donc vous ferez les 2, tout simplement. Donc ces actions-là, ben, je vais vous les détailler toutes, les unes après les autres, et ça va vous expliquer un petit peu comment on joue. Le principe, en tout cas pour les activer, ça va être d'utiliser les dés que vous avez. Donc vous voyez que en bas de chaque action, vous avez 2 valeurs de dés à chaque fois. La première action, c'est 2 points d'interrogation ici en bas à gauche. Ça veut dire que ça peut être 2 dés de valeur, peu importe lesquelles. Ici, ça va être un 1 et un 2. Ici, ce sera un 1 et un 3. Donc la ligne ici, ce sera toujours 1, 1 et une valeur croissante. La ligne au-dessus, ce sera 1, 2 et une valeur croissante. Vous avez compris la logique. Vous avez la colonne des 1, la colonne des 2, des 3, des 4, des 5 et des 6. Et donc pour activer une action, ben, il faut tout simplement utiliser les dés qu'on a de disponibles en bas ici. Par exemple, si je veux faire une migration, il me faut un 1 et un 3. Je prends mon 1 et mon 3 que j'ai de disponibles, je les mets de côté et je fais une action de migration. Une fois que j'ai fait mon action, c'est au joueur suivant de faire la même chose. Il choisit des dés, il cible un truc, il fait son action. Et petit à petit, du coup, on va perdre des dés. Et à un moment donné, on ne pourra plus faire d'action parce qu'on aura plus suffisamment de dés, ou on décidera peut-être de garder des dés pour plus tard. Si jamais on arrive à avoir 3 dés ou moins sur notre plateau, on peut décider de passer à la phase de réinitialisation. La phase de réinitialisation, elle est très simple, elle va vous permettre de relancer les dés, de faire avancer le marqueur d'action sur la piste jaune, et d'utiliser un petit marqueur, que j'ai pas mis d'ailleurs en début de partie, pour le transformer soit en nourriture, soit en idée. Donc au début de la partie, j'ai oublié de le faire,
Dans cette zone ici de réinitialisation, vous allez mettre chacun un marqueur tout en haut. Et donc quand ce sera votre tour de jouer, au lieu d'activer une des technologies ici, si vous avez 3D ou moins, vous pourrez décider de faire une réinitialisation. Et là, tout simplement, vous regarderez la colonne où vous avez un marqueur, vous descendrez le marqueur case par case et vous ferez ce qu'il y a marqué. Donc, première case A, j'avance, l'hexagone jaune, tout simplement. Deuxième case, je prends tous les dés que j'ai mis de côté, plus éventuellement des dés qui me restent sur mon plateau si j'ai envie de les relancer, et je les relance. Donc là, on est obligé de relancer tous les dés qu'on a déjà utilisés, plus les dés qu'on veut relancer, mais on peut très bien laisser des dés qui sont encore sur le plateau. Je les relance, et évidemment, je les place aux endroits appropriés. Les 3 dés 1. Donc en début de partie, on a un dé de chaque. Ensuite, ça va être aléatoire en fonction des lancers de dés. Et une fois que j'ai fait ça, mon petit marqueur, la dernière étape, c'est que je peux le transformer soit en idée, donc je vais le mettre ici, soit en nourriture, et je le mets ici. Et une fois que j'ai fait cette réinitialisation, c'est au joueur suivant de jouer son tour. Donc lui, il n'est pas obligé de faire aussi une réinitialisation, il peut continuer à jouer s'il lui reste des dés. Et on va alterner comme ça, mais petit à petit, du coup, le marqueur ici va se déplacer en fonction des réinitialisations de chaque joueur. Chaque fois qu'un joueur fait une réinitialisation, le marqueur avance. Et dès que le marqueur arrive sur la case rouge, là on finit le tour en cours. C'est-à-dire que si c'est le premier joueur qui a amené le marqueur ici, les autres joueurs vont jouer leur action. Et ensuite, il restera un tour à chaque joueur. C'est-à-dire le premier joueur rejoue une dernière action et tous les joueurs rejouent une dernière action. Et une fois que tout le monde a fait ça, le marqueur continue de progresser et on verra après ce qui va se passer. Parce que j'ai pas fini de vous expliquer du coup les actions. Mais voilà comment ça va se passer. Comment on déclenche les actions, c'est en utilisant nos dés et en les plaçant, du coup, en les défaussant pour activer les différentes tuiles. Pour utiliser ces dés, on va avoir deux aides principales. C'est justement les marqueurs de concentration et les marqueurs d'idées. Les marqueurs de concentration, c'est tout simplement un marqueur qui va pouvoir prendre la valeur qu'on veut. C'est comme un dé virtuel qu'on va pouvoir utiliser en plus d'un autre dé. Donc là, par exemple, j'ai besoin d'un 1 et un 2 pour faire une recherche. J'ai pas de 2, je peux très bien utiliser mon 1 et mon marqueur ici pour faire le 2, que je défausse du coup, le 1 je le mets de côté, et j'active mon action. Donc ça, c'est la première aide, c'est les marqueurs de concentration, c'est plutôt fort, c'est plutôt utile d'en avoir. Et on peut en gagner de différentes façons. La deuxième aide, ça va être les marqueurs d'idées. Les marqueurs d'idées, comme c'est inscrit sur le plateau, c'est des marqueurs qui vont pouvoir être utilisés pour faire plus 1, moins 1 sur n'importe quel dé. Donc ça va être les dés blancs évidemment pour les actions, ça pourra être aussi les dés roses quand vous en aurez besoin, je vais expliquer après pourquoi. Donc vous avez besoin, par exemple là encore même exemple, d'un 1 et d'un 2 pour faire une recherche, vous utilisez votre 1 ici, et vous utilisez un marqueur idée pour transformer votre 3 en 2, faire moins 1. Du coup, vous avez vos 2 dés, vous les défaussez, et vous pouvez faire votre action. Vous pouvez utiliser évidemment plusieurs marqueurs dans un même tour, et on peut très bien passer d'un 1 au 6, ou du 6 au 1. Si on fait plus 1 sur un 6, ça devient 1, et si on fait moins 1 sur un 1, ça devient un 6. Donc voilà à quoi servent ces petits marqueurs ici, qu'on va pouvoir gagner et dépenser tout au long de la partie. Donc maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait, on va expliquer, je vous disais dans le détail, les différentes actions. Donc la première action, le sommeil, vous prenez 2 dés, peu importe les valeurs, vous les mettez de côté et vous pouvez au choix soit rajouter un marqueur concentration justement, soit rajouter 2 marqueurs idées. Donc voilà une des méthodes les plus simples de gagner ces petits marqueurs pour vous aider plus tard à pas être trop dépendant de la chance au dé. L'action juste à côté, c'est l'action de recherche, c'est celle qui va vous permettre de récupérer des cartes parmi celles qui ont été mises en jeu et parmi les tas de cartes qui sont au centre de la table. Quand vous faites cette action, vous avez le choix, donc soit vous prenez une carte face visible, donc n'importe quelle carte face visible et vous la rajoutez à votre main, vous n'êtes pas limité au niveau des cartes en main, donc je vous rappelle qu'en début de partie, vous en avez récupéré 5, une de chaque normalement, donc il faudra les analyser, je vais les expliquer juste après évidemment. Deuxième possibilité, vous allez pouvoir piocher 2 cartes dans les tas que vous voulez. Donc là, ça c'est obligatoirement face cachée. Vous pouvez prendre les 2 dans un même tas ou 2 dans des tas différents. Vous les regardez et vous en gardez une et vous remettez l'autre sous le tas correspondant. Donc ça, c'est façon de faire des recherches.
Et comme je vous disais, chaque action va avoir des versions améliorées. Donc là, moi, pour les règles, je vais vous expliquer uniquement les versions 1. Les autres versions, je vous laisserai les découvrir. Elles sont pas très compliquées, c'est souvent des améliorations. Donc là, c'est toujours soit une carte face visible, et soit 4 cartes face cachée, vous en gagnez une. Et niveau 3, c'est 2 cartes face visibles et 2 cartes que vous gardez parmi 4 que vous piochez. Donc là, je vous l'ai montré pour celle-là, je vous montrerai pas pour les autres. Donc voilà pour l'action recherche, récupérer de nouvelles cartes, qui éventuellement on va pouvoir poser, vous allez voir après comment. Ensuite, on a l'action de migration. L'action de migration, c'est très simple, c'est l'action qui va vous permettre de déplacer vos personnages de territoire en territoire. Pour faire ça, il faut obligatoirement que votre personnage soit debout, c'est-à-dire robuste, c'est comme ça que ça s'appelle dans le jeu. Les personnages, ils peuvent avoir 2 statuts, ils peuvent être soit debout, et donc ils sont robustes, soit couchés, et dans ce cas-là, ils sont affaiblis. Ces 2 statuts-là vont avoir une importance notamment au niveau de la phase de nourriture, et au niveau donc de la migration. Donc pour pouvoir migrer, mon personnage doit être debout. S'il est couché comme ici, je ne pourrai pas le déplacer, je ne pourrai pas utiliser l'action migration avec ce personnage. S'il est debout, je vais pouvoir le déplacer, et donc on peut le déplacer à chaque fois vers un territoire adjacent. Donc là, je suis dans cette prairie. Je peux aller dans cette prairie-là qui est adjacente, je peux aller dans ce marais-là qui est adjacent, ou dans ce désert ici, qui est adjacent aussi. L'eau, c'est un peu particulier, j'expliquerai après. Donc là, je prends ce personnage, et je le déplace dans une région adjacente. Dans cette région, à chaque fois, je dois placer mon personnage dans un campement. Par défaut, on va privilégier évidemment les campements avec du feu, parce que c'est les campements qui vont vous rapporter des points de victoire. Donc là, le campement est disponible, je peux me placer dessus, je gagne tout de suite les points de victoire qui sont indiqués dessus. Donc là, c'est 2 points de victoire, j'avance mon marqueur de 2 points. Dès qu'on arrive dans une région pour la première fois, qui a jamais été explorée, tout de suite, on va révéler la tuile de ressources correspondante à la région, et tout de suite, on va placer un marqueur à sa couleur dans cette région pour dire qu'on a produit déjà une ressource de ce type. Donc ça, c'est la première fois qu'on arrive. Si plus tard, mon ami le joueur jaune décide de migrer aussi dans cette région-là, lui, il placera pas un marqueur à sa couleur parce que la tuile a déjà été explorée. Il faudra qu'il fasse une action de production pour pouvoir produire cette ressource, on la verra juste après. Et si jamais donc un autre joueur veut se déplacer dans un territoire où le campement de feu est déjà pris, il peut décider de chasser le joueur en question. Donc dans ce cas-là, il prend sa place. Le joueur en question, il se retrouve en dehors du campement, donc il est en territoire, comment ils appellent ça ? En terre sauvage. Et le joueur, par contre, qui a pris ma place, il est fatigué. Donc il prend les points de victoire quand même, mais il se met en position couchée parce que il a fallu qu'il se batte un peu et il est un peu fatigué. Donc voilà, il faudra réfléchir. À chaque fois, on a le choix de soit chasser les autres joueurs d'un campement de feu, soit aller prendre les emplacements qui sont dispo pour éviter d'avoir à être affaibli. Voilà à peu près pour la migration. On peut aussi très bien se chasser soi-même, c'est-à-dire que là, je suis joueur rouge, je fais une autre migration avec un autre de mes pions. Je peux très bien venir chasser lui en terre sauvage pour reprendre les 2 points de victoire. Bon, pourquoi pas. Voilà pour, donc je disais, l'action migration. On va pouvoir se déplacer donc d'un territoire adjacent en allant chaque fois dans des campements et en dévoilant éventuellement les ressources si elles n'ont pas été déjà dévoilées. L'action suivante, juste au-dessus, c'est l'action activité. L'action activité, elle va vous permettre d'activer une de vos tuiles ou une de vos cartes qui présente ce symbole, donc le symbole d'activité. Et par défaut, sur votre plateau, vous avez toujours une activité qui est disponible. C'est l'activité qui vous permet de dépenser une pièce pour avancer sur n'importe laquelle des 5 pistes de progrès ici. Donc si je fais l'action activité ici, je peux décider donc de dépenser une pièce. Donc les pièces elles sont dans cette zone ici, j'enlève mon marqueur de pièces et je monte sur la piste de mon choix ici. Évidemment, il y aura d'autres cartes qui permettront d'avoir d'autres activités. Il y en a une ici notamment qui va vous permettre, si vous arrivez à la construire, de dépenser une nourriture pour prendre donc un marqueur de concentration, 2 marqueurs d'idées et 3 points de victoire. Donc ça c'est plutôt fort. Une fois que vous l'aurez construite, vous aurez le choix quand vous ferez une activité de faire l'une ou l'autre. Quand vous améliorez les activités, vous pourrez en faire 2. Donc soit 2 différentes, soit 2 au choix. L'action suivante, c'est l'action d'exploration. Donc l'action d'exploration va avoir le choix entre 2 choses. Vous avez un ou entre. La première, ça va être d'explorer les sites qui sont adjacents au territoire. Quand vous faites cette action-là, vous allez pouvoir choisir une région dans laquelle vous avez un personnage. Donc, mettons, je reviens ici.
Et vous allez pouvoir révéler les tuiles sites qui sont adjacents à ce territoire. Donc là, dans cette prairie, j'ai ces 2 sites qui sont disponibles. Celui-là, il est dans le marais. Celui-là, il est dans le désert. Donc, je vais pouvoir dévoiler ces deux tuiles-là. Quand on les dévoile, on retourne tout simplement la tuile. On marque les points de victoire qui sont indiqués en haut à gauche de la tuile, toujours. Et on regarde ce que fait le site. Et il y a 9 sites différents en tout dans le jeu, que j'expliquerai tout à l'heure aussi. Je vais finir les actions et après je reviendrai en détail dans les sites. Ça a une importance à la phase 5 notamment. Donc voilà, j'ai révélé cette tuile, je marque les points, et je révèle l'autre tuile, et même chose, je marque les points, donc là c'est 1 point, et donc il y a un nouveau site qui est disponible. La deuxième action possible de l'exploration, ça va vous permettre de gagner une ressource d'un territoire ciblé. Donc là, pareil, vous allez cibler un territoire dans lequel vous êtes présent, donc là par exemple la prairie, et vous allez lancer vos dés roses, donc vous voyez, vous avez le symbole de dés roses ici. Vous allez lancer tous vos dés roses, donc au début vous en avez qu'un, plus tard vous pourrez en avoir d'autres, et vous allez choisir un dé qui va vous donner la ressource que vous allez récupérer de ce type. Donc là j'ai fait un 1, si j'ai ciblé ma prairie, je vais prendre un papyrus, parce que dans la prairie, un 1 et un 2 c'est du papyrus, un 3 et un 4 ça aurait été des aromates, un 5 ou un 6 ça aurait été de l'or. Évidemment, plus on aura de dés, plus on aura de choix pour récupérer des ressources. C'est tout pour l'exploration. La subsistance, juste au-dessus. Là encore, vous avez un petit symbole rose, ça veut dire que vous allez utiliser vos dés roses. 2 actions au choix. La première, ça va être de faire de la chasse. Donc là, pour faire de la chasse, vous allez cibler un territoire, encore une fois, dans lequel vous êtes présent. Vous avez au moins un personnage. Et vous allez regarder le petit tableau qui est en haut à gauche du plateau principal, qui est du coup le tableau de chasse, et qui va vous dire combien de nourriture vous allez pouvoir espérer gagner dans le territoire que vous allez cibler. Donc si vous essayez de chasser dans la mer, donc de pêcher en fait, vous voyez que vous allez pouvoir gagner beaucoup plus de ressources, de nourriture, que si vous chassez dans la forêt, et c'est dégressif donc de gauche à droite, en sachant que voilà, dans le désert, vous avez quand même très peu de chances de gagner de la nourriture, puisque si vous faites 1, 2, vous aurez 0, 3 vous aurez 1, 6 vous aurez 1, et vous aurez 2 nourritures si vous faites 4 ou 5. Donc là encore, vous allez prendre, vous choisissez donc le territoire, donc admettons là je vais choisir ma forêt, c'est le plus intéressant. Vous lancez tous vos dés roses, et vous choisissez un résultat de dés pour gagner le nombre de ressources correspondant. Donc là j'ai fait 5, je gagnerai 3 nourritures dans ma forêt. Donc je prendrai 3 jetons ici, et je viendrai les rajouter dans ma réserve de nourriture ici. Et une fois que j'ai fait ça, je mets un petit marqueur de chasse dans le territoire où j'ai chassé. Ça veut dire que plus personne ne peut chasser dans ce territoire. On peut faire qu'une chasse par aire, par territoire. Les autres joueurs pourront cibler un autre endroit où il n'y a pas de jetons chasse pour aller chasser à leur tour. Donc voilà pour la chasse. L'action juste à côté, c'est tout simplement de rendre robuste un personnage affaibli, c'est-à-dire de relever un personnage couché. Donc lui, il s'est battu pour avoir son feu de camp. Je peux faire cette action pour décider de le remettre robuste, ce qui me permettra après de le redéplacer avec une migration. L'action encore au-dessus, c'est l'action de planification. L'action de planification, là encore on a le choix entre 2 choses. La première, c'est de valider une puce de succès. Les puces de succès qu'on a mis donc sur notre plateau en haut à gauche, pour pouvoir les valider, il faut utiliser cette action, entre autres, il y aura aussi des cartes qui permettront de le faire. Et pour les valider, il faut regarder ce qui est marqué dessus. Là par exemple celle-là, on vous dit qu'il vous faut 8 dés d'activation, c'est-à-dire 8 dés blancs. Si vous avez 8 dés blancs, vous en avez 6 en début de partie, vous pourrez aller en chercher d'autres ici. Vous avez la condition, donc si vous faites ça, vous prenez votre petite tuile ici, et vous allez pouvoir venir la placer dans votre console. Et ça j'ai pas encore expliqué, mais en gros vous avez à chaque fois des emplacements, tout l'intérieur ici là. Ça va être des emplacements principalement pour des cartes, mais aussi pour des puces de revenus, des puces d'attributs et des puces de succès. Les puces de succès sont particulières, ce sont des demi-emplacements, puisque c'est les seuls à être carrés, les autres sont rectangulaires. Vous choisirez à quel endroit vous voulez mettre cette tuile ici, et à partir du moment où vous aurez choisi un endroit, donc vous avez cette colonne, celle-là, 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 ou celle-là. Dès que vous aurez choisi une colonne pour vos puces succès, toutes les autres puces succès devront être mises dans la même colonne. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir un deuxième succès, vous le mettrez
à côté ici. Si vous en avez un troisième, vous le mettrez au-dessus ici, puis on va remplir comme ça, de gauche à droite, de bas en haut. Donc ça, c'est voilà, première chose, ça permet de remplir un petit peu sa console, et ça aura un intérêt en fin de partie, puisque plus vous aurez de cartes ou de puces dans votre console, plus vous marquerez de points en fin de partie, par rapport aux points qui sont indiqués à gauche, je l'expliquerai tout à l'heure. Et si jamais quand vous réalisez donc votre succès, vous dévoilez ce qui est imprimé sur le plateau, ben, tout de suite, ça vous permet de faire une amélioration d'une tuile technologie. Vous avez l'icône ici, qui vous permet de retourner une tuile technologie ou de l'enlever si vous êtes déjà niveau 2. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. En sachant que si vos tuiles sont empilées, vous dire on va pouvoir les empiler à un moment donné, si jamais on a déjà 3 tuiles et qu'on en gagne une nouvelle, on les empile, ben dans ce cas-là, vous dévoilerez tout simplement la tuile du dessous et il vous faudra la résoudre aussi pour pouvoir avoir le petit bonus que je viens d'expliquer. Donc là, ouais, exemple, il fallait avoir 6 dés. Ici, on vous dit qu'il faut tout simplement avoir 2 tribus dans un même territoire de désert, tout simplement. Et après, il faudra les regarder. Il y en a qui vous demandent de dépenser des ressources, hein, d'autres qui vous demandent d'avoir certains attributs en bas de votre plateau. Voilà, c'est différentes choses que vous allez pouvoir essayer de résoudre, qui vous feront donc gagner des points grâce à votre tableau ici, et qui vous permettront éventuellement de retourner des technologies. Donc c'est l'action planification, l'action de gauche. L'action de planification de droite, c'est une action qui va vous permettre de prendre 2 marqueurs et de les placer sur une même valeur de dés, peu importe laquelle. Donc je pourrais le mettre ici à la place des 2. Et ben, c'est comme si vous aviez 2 dés virtuels de force 2 en plus. Donc ça vous coûte un dé de valeur 3, un dé de valeur 4 pour le faire, mais vous récupérez 2 nouveaux dés d'une même valeur que vous pourrez utiliser plus tard pour faire autre chose. Évidemment, encore une fois, ça peut être amélioré. Ici, vous allez pouvoir gagner une puce de succès et en résoudre une, ou alors placer 3 marqueurs de planification au même endroit. Action suivante, l'action de transport. L'action de transport, c'est l'action qui va permettre de ramener les ressources que vous avez sur le plateau de territoire vers votre console pour être utilisées. Parce que les ressources que vous avez sur le territoire ici, ben, vous pouvez pas les utiliser de suite. Il va falloir donc faire du transport pour pouvoir les ramener sur votre console, et à ce moment-là, elles seront utilisables. Donc là, tout simplement, l'action de transport par défaut, elle vous permet de ramener 3 marqueurs, peu importe où, du plateau principal vers votre console. Donc là, je pourrais ramener mon marqueur d'or, mon marqueur de papyrus et mon marqueur de bois sur mes consoles. Donc un papyrus, un or et éventuellement un bois sur ma console. Encore une fois, plus vous l'améliorez, plus vous pouvez ramener de marqueurs. Niveau 2, vous en ramenez 6. Niveau 3, vous ramenez tout. Et en plus, vous ramenez les marqueurs des bateaux, que j'expliquerai après. L'action encore après, c'est l'action de procréation. C'est l'action qui va vous permettre de rajouter de la population sur le plateau. Au début, vous commencez avec 2 populations. Pour en avoir une de plus, il va falloir passer par la procréation. Donc là, tout simplement, vous choisissez une région où vous avez un personnage et vous rajoutez un personnage à votre couleur. Là encore, sur un campement. Et là encore, vous pouvez chasser les gens qui sont sur le campement avec le feu de camp. L'action encore après, c'est la production. C'est ce qui va vous permettre de rajouter du coup des marqueurs de ressources sur le plateau. La production, par défaut, on vous dit, vous pouvez rajouter 3 marqueurs. Donc vous regardez encore une fois là où vous avez des personnages. Et vous allez pouvoir, là où vous avez des personnages, rajouter des marqueurs. Donc vous pouvez dispatcher entre les différents personnages. Là, je peux mettre 3 marqueurs. Je pourrais très bien mettre 2 marqueurs ici et 1 ici. Ça veut dire que j'ai produit 2 papyrus et 1 or. Ou j'aurais pu faire 1 or, 1 papyrus, 1 bois, par exemple. Je fais un peu ce que je veux, dans la limite des 3 qui sont inscrits ici. Et en plus, je peux rapatrier un marqueur, de la même façon qu'avec le transport. C'est la même icône. La prendre du plateau et le mettre sur ma console. Là encore, plus on s'améliore, plus c'est intéressant. Là, on produit 4 et on rapatrie 2. Ensuite, on a le commerce. Le commerce, ça permet de faire un achat et une vente. Pour faire ça, on va regarder le petit tableau qui est sur la partie gauche de notre plateau personnel, qui s'appelle aussi commerce du coup, qui vous dit que donc pour une vente, vous avez le droit de dépenser une des ressources ici pour gagner sa valeur en argent. Et donc sa valeur en argent, elle est indiquée sur la gauche du plateau. La première ligne, chaque ressource de la première ligne vaut 1 d'argent, chaque ressource de la deuxième ligne vaut 2 d'argent, chaque ressource de la troisième ligne vaut 3 d'argent.
Donc je pourrais très bien dépenser par exemple là mon or pour gagner 3 d'argent. Donc je mets 3 marqueurs dans ma zone d'argent. En plus, quand je fais une vente, je peux dépenser une autre ressource pour gagner 2 points de victoire. Donc là, n'importe quelle ressource, je la défausse et j'avance de 2 sur la piste de points de victoire. Donc ça, c'est à chaque fois que je fais une vente. Et j'ai droit aussi du coup là à un achat. Et à chaque fois que je fais un achat, j'ai le choix entre deux choses. Soit payer 4 pièces pour gagner une ressource au choix parmi n'importe lesquelles, même celles qui sont pas encore dévoilées, ou bien payer juste 2 pièces pour gagner une ressource qui est déjà dévoilée sur le plateau. Et ça, je peux le faire qu'une fois. Et donc là, vous avez droit à une achat, une vente. Quand vous l'avez amélioré niveau 3, vous gagnez directement 2 pièces, et ensuite vous pouvez faire 2 ventes et 2 achats. Donc c'est-à-dire que vous pourrez faire 2 fois l'action ici et 2 fois l'action achat. On passe à la dernière colonne, on y est presque. L'action invention, pareil, 2 actions au choix. La première, ça va vous permettre d'activer une puce de revenu, une carte revenu. Donc vous regarderez sur votre console, parmi les cartes et les puces que vous avez installées, celle où vous allez avoir un symbole de main ici, et vous pourrez en choisir une pour gagner ce qui est marqué dessus, tout simplement. L'action d'à côté, ça va vous permettre de jouer une carte invention, une carte marron. Donc vous prenez une carte marron de votre main et vous la jouez sur votre plateau. Je vais y revenir après pour l'explication de comment on joue des cartes sur le plateau. Je finis les actions et vous voyez que de toute façon, l'action niveau 1, c'est les cartes invention, ici c'est les cartes mutation, ici c'est les cartes sagacité, ici c'est les cartes construction, ici c'est les cartes exploit. Donc c'est les 5 types de cartes qu'on va pouvoir installer. Je finis juste d'expliquer les actions de gauche à chaque fois. Donc la mutation, ça vous permet de modifier vos attributs ici. Donc vous avez l'endurance, l'intelligence, la sérénité, la dextérité, l'éloquence et la vue. Ici, on vous dit vous pouvez prendre un des marqueurs, n'importe lequel, et le déplacer sur n'importe quel autre attribut. Vous pouvez changer vos attributs. Pareil, plus vous évoluerez, plus vous pourrez déplacer de marqueurs. La sagacité, ça vous permet tout de suite de gagner des idées. Donc là, c'est 3 idées par défaut. Si vous l'améliorez, vous pouvez monter à 6. La construction, ça va vous permettre de construire les différents bâtiments que vous avez dans le jeu. Donc là, ça va dépendre des bâtiments au niveau de la construction. Les fermes, par exemple, on va commencer par ça. C'est très simple. Pour construire une ferme, il faut cibler un territoire dans lequel vous avez au moins un personnage et sur lequel il n'y a pas déjà une ferme de construite. Parce que sur chaque territoire, il n'y a qu'un emplacement de ferme de disponible. Dès qu'un joueur construit une ferme, c'est bloqué pour les autres. La ferme, pour la construire, ça coûte pas d'argent. Juste, vous prenez votre ferme et vous la placez donc sur un emplacement de ferme. Et tout de suite, ça vous fait gagner un marqueur d'idées. Construire des fermes, ça va avoir une importance à la phase de nourriture. Parce que les régions dans lesquelles vous aurez des fermes permettront de payer moins cher les habitants en nourriture. Mais pareil, je l'expliquerai tout à l'heure. Autre type de bâtiment que vous allez pouvoir construire, ça va être les colonies. Donc les colonies, vous en avez 4 de disponibles. Pour pouvoir construire une colonie, il faut d'abord avoir trouvé un site de construction. Les sites de construction, ils sont parmi les petites tuiles octogonales qu'on a placées en début de partie. Donc il y en a une ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, vous avez ici un terrain de construction. Donc ce sont ce type de tuiles avec un fond marron. Il n'y a que sur ces emplacements-là que vous pourrez construire des colonies. Pour pouvoir construire une colonie sur ce genre de tuiles, il faut évidemment avoir au moins un personnage adjacent au terrain de construction. Et ensuite, il vous faut pouvoir payer le coût de la colonie. Donc la première ici, elle vous coûte un papyrus, un bois. Ici, c'est un papyrus, une pierre, et ça va être de plus en plus cher. Vous n'êtes pas obligé de les construire dans l'ordre de gauche à droite. Vous pouvez très bien commencer par celle-là si vous avez les ressources. Parce que plus vous construisez une colonie vers la droite, plus ça débloquera des diamants ici. Donc, un terrain de construction, un personnage adjacent au terrain de construction, vous payez les ressources du jeton que vous voulez construire et vous le placez sur le terrain de construction. Dès que vous faites ça, vous gagnez tout de suite une puce de revenu. Donc, vous pouvez prendre une des tuiles de revenu ici, au choix, et venir la placer dans votre console. Les tuiles de revenus, ce sont les seules tuiles qu'on va pouvoir placer n'importe où dans la console
peu importe les colonnes, peu importe ce qui est déjà placé. Donc là, celle-ci, je pourrais venir la mettre par exemple ici. Et du coup, j'ai une nouvelle capacité de revenu qui pourra être utile quand je ferai l'action revenu qui est indiquée ici, ou à la phase de revenu d'une phase de jeu, où je vais activer toutes mes tuiles et mes cartes de revenu. Donc ça, c'est intéressant. Et dès que vous récupérez une tuile de revenu, tout de suite, vous en gagnez le revenu. Donc là, celle-là, elle vous dit que vous avez le droit, encore une fois, vous avez le symbole rose, de lancer tous vos dés roses. Et si vous faites une réussite, vous allez pouvoir faire naître un nouveau personnage. C'est le même icône que la procréation, c'est rajouter un personnage sur le plateau. Donc ce symbole, tant que j'y suis, je l'explique maintenant. C'est les fameux tests de réussite. Donc vous lancerez tous vos dés roses. Et pour que ce soit un succès, il va falloir regarder la piste rose en bas à droite ici. Si vous êtes sur la première colonne, un succès, c'est avoir une valeur de 1. Donc vous avez peu de chances de faire un succès en début de partie. Plus vous réussirez à progresser sur cette piste, plus ça augmentera les chances de succès, parce que là, il faudra faire un 1 ou un 2 pour un succès. Ici, il faudra faire un 1, un 2 ou un 3. Là, de 1 à 4, de 1 à 5. Et sur la dernière case, ce sera des succès automatiques. Donc là, je lance mon dé. Si je fais 1, c'est pas le cas, j'aurais pu faire une procréation. Mais encore une fois, les dés roses, on va pouvoir les influencer avec des idées. Donc là, j'ai fait 6. Il fallait que je fasse 1. Je peux très bien dépenser une idée pour faire plus 1 sur mon dé et transformer mon 6 en 1. Et du coup, ça valide mon action et je peux faire ce qui est marqué à droite. Donc voilà, pensez bien, chaque fois que vous avez cette icône-là, c'est un test qu'il faut faire en lançant les dés roses. Et il faut réussir à avoir au moins une valeur correspondante à l'emplacement de votre marqueur sur la piste. Donc je reviens à la construction de mes colonies. Je construis une colonie donc sur un site de construction, je gagne tout de suite une tuile de revenu et je l'active. Je la place sur mon plateau. Et si j'arrive à construire mes 4 colonies, quand j'ai construit la 4e, tout de suite, je vais pouvoir activer une de mes tuiles de stade 4 ou 5. Donc ces tuiles, on les a placées en début de partie côté inactif. C'est-à-dire que la ligne correspondante ici ne vous fait rien marquer comme point, à contrario des autres. La première ligne a fait marquer 2, la deuxième ligne a fait marquer 3, la troisième ligne a fait marquer 4. Ici, par contre, quand je l'active, ça fera marquer 7 points. La ligne ici fera marquer 7 points, et la dernière, c'est 10 points. Donc c'est une des façons d'activer les décomptes de points de ces lignes-là. En sachant qu'en début de partie, on a toujours au moins une carte qui est au stade 4, c'est la carte de revenu qu'on a placée en tout début de partie. Donc ça, on peut avoir au moins 7 points si on arrive à l'activer. Évidemment, le but, ça va être d'essayer de monter les autres cartes à ce niveau. Donc voilà pour les colonies, on les construit là-dessus, et là-dessus, il va y avoir une limite de construction. Par civilisation, on ne pourra avoir que 2 constructions sur chaque terrain de construction, soit une colonie et une statue, soit 2 statues. Et donc les statues, c'est une autre des constructions possibles qui est indiquée ici. Construire une statue, c'est encore donc sur un site de construction obligatoirement. La statue, on va la matérialiser par un petit pion octogonal encore une fois, ou hexagonal, je sais plus. Et le coût de la statue, il est indiqué sur la tuile. Donc ici, pour construire une statue, il faut soit payer une ressource de fer, soit payer une ressource d'argile. Donc il faut l'avoir dans sa console, la dépenser, et on peut mettre un marqueur statue à sa couleur. Les marqueurs statues, ils vont servir principalement à marquer des points à la fin d'une ère, et des fois ça pourrait être aussi une histoire de majorité pour certains événements. Donc voilà pour les statues, et à chaque fois qu'on construit une statue, ça nous permet aussi de monter de une case sur une des 5 pistes de progrès ici. Enfin, la dernière construction qu'on peut faire, il y en a 4 possibles, vous avez l'icône de construction ici, c'est les bateaux. Donc on a 2 bateaux possibles en début de partie. Pour construire un bateau, il faut évidemment avoir un personnage adjacent à une zone de mer. On prend le bateau, on le place dans la zone de mer correspondante. On peut éventuellement placer un personnage dessus parmi ceux qui sont adjacents, si on en a envie. Et on ne peut avoir qu'un seul bateau par mer de construit, par civilisation. Donc là, moi j'ai construit mon bateau ici, je peux pas construire mon deuxième bateau ici. Le bateau, quand on le construit, il vient avec une ressource,
Et cette ressource-là, elle fait partie des ressources qu'on va pouvoir ramener sur notre plateau quand on fait l'action de transport. Et elle prendra la ressource au choix parmi toutes les ressources qui sont adjacentes à la zone de mer. Donc ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, à partir du moment où on a un bateau dans une mer, on a accès au territoire qui se trouve de l'autre côté de la mer, quand on fait des migrations. Donc là, par exemple, j'ai accès au terrain de construction pour venir construire, encore une fois, des colonies ou des statues. Et c'est à peu près tout. On peut avoir donc des personnages sur les bateaux qui peuvent débarquer du coup de l'autre côté. Et on peut avoir jusqu'à 2 personnages sur un bateau, donc un sur chaque emplacement ici. Tac. On peut même faire des procréations sur les bateaux. C'est-à-dire quand je fais l'action de procréer, normalement je cible un territoire. Ben là, je peux très bien cibler un bateau et rajouter mon personnage sur le deuxième emplacement des bateaux s'il est disponible. Et on a vu du coup tout ce qui était possible en construction. Et donc on passe à la dernière action possible, c'est l'action d'exploit. C'est l'action qui va vous permettre de récupérer un dé au choix sur le plateau principal en haut à gauche. Donc soit un dé blanc, soit un dé rose. Tant qu'ils sont disponibles sur le plateau, on les prend sur les plateaux. S'il y en a plus, on peut toujours faire l'action et dans ce cas-là, on prendra le dé au joueur qui en aura le plus. Alors si c'est nous-mêmes, on ne pourra pas faire l'action, ça sert à rien. Si par contre un joueur a 8 dés blancs et que nous on en a que 6, si c'est celui qui en a le plus, ben on lui pique un dé blanc et il choisit le dé qu'il veut nous donner quand on fera cette action. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir plus de dés roses pour faire nos éventuels tests ou nos chasses par exemple. Et c'est comme ça qu'on peut avoir plus de dés blancs pour avoir plus de possibilités d'action. Donc voilà pour toutes les actions, et maintenant je vais rentrer en détail dans l'action qui consiste à poser des cartes, construire des cartes. Donc toute la colonne 6 ici. Donc une carte, ça va se présenter toujours de la même façon, plus ou moins. Je vais en mettre plusieurs pour l'exemple. Vous allez avoir donc la couleur qui va correspondre au type de carte. Vous allez avoir éventuellement donc des petits bonus et des petites actions qui vont apparaître. Donc là, cette carte, quand vous l'aurez construite, vous aurez une nouvelle activité de disponible. Cette icône-là, je vous rappelle, c'est l'activité qui vous permet de monter sur la piste de culture, la piste violette. Et de temps en temps, vous aurez aussi des éphémères, c'est-à-dire au moment où vous construisez la carte, ben, vous ferez ce qui est marqué à côté de l'éclair en bas. Donc ici, au moment où vous construisez cette carte, vous avancez de 4 sur la piste de technologie. Et ensuite, ben, elle n'a pas d'effet particulier au moment de la construction. Pour pouvoir construire une carte, il va falloir avoir les conditions qui sont inscrites au centre de la carte. Si vous voulez construire une carte au niveau 1, donc stade 1, c'est-à-dire la ligne qui est au centre en bas ici, il faut avoir la condition la plus à gauche de la carte. C'est-à-dire qu'ici, il faut avoir 2 attributs de vue, c'est-à-dire 2 marqueurs dans la piste vue en bas ici. On ne les dépense pas, il faut juste les avoir. Quand c'est un icône blanc ici, c'est des conditions qu'on doit avoir et on ne dépense pas. Quand c'est les icônes rouges, c'est les choses qu'on doit dépenser. Donc là, si je veux mettre cette carte niveau 1, je dois avoir 2 yeux ici. Donc admettons je les ai. Je peux construire cette carte en faisant l'action sagacité ici, construire une carte. Quand je construis une carte pour la première fois, je vais choisir dans quel emplacement, dans quelle colonne je vais la mettre. Donc là, j'ai dit je la construis au niveau 1 parce que j'ai la condition niveau 1. Je vais, admettons, décider de la construire ici. Et quand je la construis, je laisse dépasser uniquement le tiers supérieur. Ça permet d'avoir donc d'éventuelles capacités. Donc là, j'ai une capacité qui me dit à chaque fois que l'un de mes personnages migre, est relogé ou traverse un territoire développé, je gagne 3 points de victoire. Donc voilà, il faudrait que j'y pense, capacité voyage. À partir du moment où j'ai mis une carte sagacité dans une colonne, toutes les autres cartes sagacité, donc toutes les autres cartes orange, devront être empilées en dessous de cette carte-là. Donc si j'en construis une autre plus tard, déjà elle sera obligatoirement au niveau 2, parce que là c'est le stade 2. Donc il faudra obligatoirement que j'ai les 2 premières conditions de disponibles. Et je vais mettre la carte par-dessous en laissant passer encore le tiers supérieur. Et j'ai une nouvelle capacité, je vais pas tout les lire. Si je veux, je peux très bien construire directement une carte au stade 3 par exemple, donc celle-là, si je veux la construire au stade 3, il va falloir que je puisse dépenser 2 ressources de cuivre, une ressource de charbon et une ressource de, je sais plus ce que c'est, de sable.
Donc il faut que je les ai sur mon plateau, je les dépense, j'ai payé mes 3 stades, donc je peux mettre la ressource au stade 3, donc je pourrais très bien par exemple venir la mettre ici, donc je gagne bien le bonus, je la place ici. Et là encore, donc c'est ma carte d'invention, carte marron, à partir de là, toutes les cartes marron, je devrais venir les empiler ici, et la prochaine, elle sera nécessairement de stade 4, donc je devrais avoir les 4 premières conditions disponibles. Alors parfois, il y a des cartes qui nécessite de payer uniquement 3 conditions, même si je l'installe au stade 4 ou au stade 5, j'ai juste besoin des 3 conditions ici. Et parfois, on a des conditions qui vont nous faire gagner des points de victoire. Donc là, par exemple, si j'installe celle-là jusqu'au stade 3, je vais gagner 2 points de victoire si j'ai la condition numéro 3. On peut même décider de l'installer, admettons, j'ai pas encore mis ma carte technologie ici, mais je commence par celle-là, je peux décider de l'installer au stade 1, donc j'ai juste à payer ça, normalement, mais je peux très bien, si j'ai les 2 caractéristiques suivantes, les dépenser pour payer le maximum pour avoir les points de victoire. On peut payer toujours plus que le stade demandé, si on le veut, pour avoir les points de victoire correspondants quand il y en a inscrit. Vous voyez, celle-ci, par exemple, je peux très bien l'installer au stade 1, et si j'ai vraiment toutes les caractéristiques et toutes les ressources, je peux les payer et avoir les ressources pour gagner tous les points de victoire indiqués sur la carte. Je gagnerai 3, plus 2, plus 2, plus 3 au moment où je construis cette carte, si je décide d'utiliser toutes les caractéristiques. Donc voilà le principe, et donc, comme je vous dis, à chaque fois qu'on a mis une carte dans une colonne, toutes les autres cartes de la même couleur devront aller dans les mêmes colonnes. Même chose donc pour les tuiles de succès, comme je vous ai dit tout à l'heure. À partir du moment où on a choisi la colonne succès, tous les succès iront dans la colonne succès. Ce sera aussi la même chose pour les puces d'attributs, que j'ai pas encore expliqué. Quand on va gagner une puce d'attribut, on choisira la colonne des puces d'attributs et toutes les autres puces d'attributs iront dans cette colonne, obligatoirement. Les seules tuiles qui ne devront pas respecter cette règle, ce sont les puces de revenus qui, elles, pourront venir se rajouter à n'importe quelle colonne. Donc je pourrais très bien mettre une puce de revenus au-dessus de ma carte marron ici, et continuer ensuite avec des cartes marron par-dessus. Les tuiles de revenus, on peut les mettre où on veut. Et donc petit à petit, on va monter donc les cartes et les puces dans nos colonnes, et ça nous fera des points en fin de partie, parce que chaque carte ou chaque tuile au niveau de chaque ligne nous fait gagner les points correspondant au stade. Vous l'avez compris, je vais revenir au moment du décompte. Voilà comment on installe du coup des cartes dans son plateau, et ces cartes-là, je vous dis, elles sont toutes variées, c'est des petits pouvoirs, c'est des activations, c'est des revenus, c'est différentes choses qui vont vous aider pendant toute la partie, que ce soit sur le plateau principal, pour améliorer des choses, pour monter sur les pistes. Elles sont toutes différentes, je crois, et toutes un peu intéressantes, donc il faudra voir ce que vous voulez faire avec. Donc du coup, je finis d'expliquer. Les puces d'attributs, pour les récupérer, il faut juste avoir les conditions, et ça peut être fait n'importe quand à votre tour. C'est une action gratuite. À chaque fois, ça va correspondre donc aux différents attributs que vous allez avoir en bas de votre plateau. On vous dira le type d'attribut qui est concerné, c'est indiqué sur la tuile, et on vous dit combien il vous en faut pour pouvoir prendre la tuile, et ce que ça vous coûte de la prendre. À chaque fois, en gros, il vous faut un certain nombre d'attributs d'un type, et à en payer un. Donc là, il vous faut 4 points de sérénité, et vous défausserez un de ces 4 points de sérénité pour récupérer cette tuile, que vous mettrez donc sur une de vos colonnes, et qui vous permettra d'avoir une capacité bien spécifique. Ces tuiles-là, tout comme les tuiles revenus, tout comme les tuiles succès, à chaque fois que vous en prenez une, vous en remettez une directement sur le plateau en le piochant dans le sac. Donc voilà, il faudra les lire, je vais pas non plus toutes vous les passer en revue, elles sont toutes différentes. On a donc fait le tour de toutes les actions qu'on pouvait faire à notre tour en dépensant les dés, en activant notre tuile technologie ici. Donc une fois qu'on a fini la phase d'action, donc je vous ai expliqué comment en faisant un certain nombre de réinitialisations, quand on fait sortir le marqueur ici, on finit le tour en cours, chaque joueur joue une dernière action, et on continue la progression du marqueur pour l'air en cours. La phase d'après, c'est la phase de site. Donc là, on va regarder s'il y a un des 3 sites qui est inscrit sur le plateau qui a été révélé. Il y a 9 sites différents en tout dans le jeu, et parmi ces 9 sites, il y en a 3 qui vont s'activer à ce moment-là de la phase d'un tour. Donc je vais expliquer les 9 sites et expliquer ces 3 en particulier.
Donc ces sites vont venir dans différents exemplaires en fonction des sites. Donc les antres, par exemple, il y en a 3 en tout dans le jeu. C'est des raccourcis, tout simplement. Donc les antres, à chaque fois que vous en révélerez, par exemple ici, hop, ces 2 antres sont considérés comme reliés, c'est-à-dire que quand vous vous déplacerez d'un territoire adjacent à cet antre, vous pourrez aller directement à un territoire adjacent à celle-ci. Donc là, pour le coup, ce serait la montagne. Donc les antres, voilà, c'est une sorte de tunnels, de raccourcis qui permettent de déplacer vos personnages lors des migrations plus facilement un peu partout sur le plateau. Les terrains de construction, on les a déjà vus, donc ce sont les territoires sur lesquels vous allez pouvoir construire les statues et les colonies. Donc au maximum 2 éléments par civilisation. Le coût des statues, il va être différent d'un site de construction à l'autre et il sera indiqué sur la tuile. Les grottes secrètes, ça va vous permettre d'augmenter votre production. Donc à chaque fois que vous ferez une action de production sur votre plateau, si vous avez un personnage adjacent à une grotte secrète, tout de suite vous allez pouvoir produire dans ce territoire et rapatrier la ressource gratuitement avant de faire votre action de production normale. Les gorges aux loups menaçants, donc ça il y en a 2 je crois parmi toutes les tuiles. Ça va intervenir donc à cette phase 5, donc la phase de site. Là, si vous avez une tribu adjacente à cette tuile-là, au moins une tribu adjacente, vous devrez défausser un jeton de nourriture de votre plateau. Tout simplement. Donc là, que vous en ayez une ou plusieurs, et peu importe le nombre de tuiles dévoilées, à partir du moment où vous avez une ou plusieurs tribus adjacentes à une de ces tuiles, vous défausserez un jeton de nourriture. C'est-à-dire qu'il y aura que maximum un jeton de nourriture de défaussé, peu importe la configuration. Les volcans vont empêcher la construction des fermes sur les territoires qui lui sont adjacents. Et si jamais le volcan est dévoilé après qu'une ferme ait été construite, ben la ferme retourne sur le plateau du joueur qui l'a construite. Elle est détruite. Le rocher sacré, lui, va s'activer à chaque fois qu'un joueur fera une action de procréation. Avant de faire son action de procréation, si, encore une fois, il a une tribu adjacente au rocher sacré, il pourra faire un lancer des roses, donc un test. Et s'il est réussi, il pourra tout de suite faire naître un nouveau personnage avant de faire son action normale de procréation. C'est un petit bonus de procréation. Le chêne mystique, lui, il s'active aussi à la phase 5, la phase de site. Il va vous permettre de gagner des points de victoire en fonction des territoires adjacents que vous contrôlez, donc ces territoires sur lesquels vous êtes présent. Si autour du chêne mystique, il y a de l'eau, des marais ou des déserts et que vous êtes sur ces territoires, ben vous marquerez 2 points pour chacun de ces territoires sur lesquels vous êtes présent. Et pour les autres territoires, donc le forêt, prairie, collines et montagnes, ce sera 1 point. La vallée aux champignons va vous permettre, quand vous chassez autour, donc si vous faites une chasse sur un territoire adjacent, de gagner une ressource de nourriture supplémentaire par rapport à votre lancer de dés. Et enfin les glaciers, eux aussi s'activent à la phase 5 du tour. Ils vont vous dire que si vous avez au moins un personnage robuste, c'est-à-dire un personnage debout, sur un territoire adjacent au glacier, ben vous serez obligé de l'affaiblir. Et là encore, c'est limité donc à un personnage maximum affaibli par glacier. Donc voilà, cette phase 5, on vérifie donc les gorges aux loups menaçants, les glaciers, les chênes mystiques, et on fait ce qui correspond. Les autres territoires s'activeront pendant les parties. Et une fois que c'est fait, hop, on passe à la phase 6, phase d'alimentation. Là, c'est très simple, on va devoir nourrir tous les personnages qu'on a présents sur le plateau. La règle, c'est que chaque tribu qui est présente dans un campement, qu'elle soit debout ou affaiblie, donc là en fait, le côté affaibli ou robuste n'a pas d'importance pour la nourriture. Un personnage, qui soit couché ou debout, va coûter le même coût en nourriture. Donc s'il est sur un campement, il coûtera 1 point de nourriture. S'il est dans les terres sauvages, c'est-à-dire qu'il s'est fait chasser d'un campement et qu'il se retrouve dans la nature, c'est 2 points de nourriture. Et ça, c'est par personnage. Donc chaque joueur va faire le total des personnages qu'il doit nourrir et va devoir payer en jetant nourriture ces personnages-là. Il peut décider de ne pas nourrir certains personnages. S'il ne nourrit pas un personnage robuste, c'est-à-dire un personnage debout,
mais dans ce cas-là, il va devenir affaibli, tout simplement, il va se coucher. Et s'il ne nourrit pas un personnage qui est déjà affaibli, dans ce cas-là, le personnage affaibli va mourir, c'est-à-dire qu'on va devoir le défausser et le remettre dans notre réserve. Pour empêcher un personnage de mourir, on pourra toujours utiliser le Deus Ex Machina ici, avec cette piste. Si on a avancé sur la piste un petit peu, ben on peut très bien reculer d'une case pour sauver un personnage de la mort. C'est une petite action particulière, mais bon, encore faut-il ne pas être resté sur la première case ici. Et tant que j'y suis, cette piste, on avancera dessus à chaque fois qu'on trouvera ce petit symbole d'étoile avec la petite tête là. Et ce symbole-là, on va le trouver principalement sur les cartes, vous l'avez ici, mais aussi en montant sur les pistes ici, je vais y revenir tout à l'heure. Donc voilà pour la phase de nourriture, et donc c'est là que vont intervenir les fermes, les fameuses petites fermes qu'on aura construites. Si on se trouve sur un territoire avec une ferme construite à notre couleur, ben dans ce cas-là, les personnages qui seront dans les campements ne coûtent plus rien en nourriture, ils sont nourris automatiquement, et les personnages en terre sauvage, eux, coûteront que 1 nourriture. Donc en gros, au lieu de 1 nourriture par personnage et 2 nourritures par personnage en terre sauvage, ben c'est 0 et 1. On baisse de 1 quand on a une ferme dans un territoire. Voilà, et donc la deuxième phase pour cette phase d'alimentation, c'est de compter tous les personnages robustes qu'on a sur le plateau, donc les personnages qui restent, qui sont toujours debout. Chaque personnage debout nous fait marquer 1 point de victoire à ce moment-là de la phase d'alimentation. Ensuite, donc on fait ça pour tous les joueurs évidemment en même temps, c'est assez rapide à faire. Ensuite, on passe à la phase d'événement. La phase d'événement, on va commencer par déplacer le marqueur météo. Donc là, le marqueur météo, on avait vu en début de manche qu'il allait baisser de 2 cases. Donc il baisse de 2 cases, il arrive ici. Ça veut dire que après l'avoir déplacé, on doit résoudre l'événement qui est associé. Et donc là, ça vous dit qu'au choix, soit on perd une nourriture, soit on perd un personnage. C'est-à-dire on le tue. Encore une fois, on peut le sauver avec Deus Ex Machina, mais il faut choisir. Chaque joueur va avoir le choix de perdre une nourriture ou perdre un personnage. Si jamais le marqueur vient tout en bas, bah, tout de suite on le remet dans la position juste au-dessus, et les joueurs sont obligés de perdre un personnage. Ce sera la même chose tout en haut, au-dessus de la canicule. Si on passe la ligne blanche, on remet le marqueur juste en dessous et tous les joueurs perdront un personnage. Ensuite, sur les cases du milieu, bah, vous aurez le choix entre soit faire une action de revenu, soit faire une activité parmi toutes celles qui sont disponibles sur votre console. Vous en choisirez une et vous l'activerez. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, on résout l'événement. Donc l'événement, on l'a vu aussi en début de manche, en fonction de ce qui a été fait pendant la partie, chaque joueur va gagner plus ou moins de choses. Et donc il y a des événements qui sont communs et indépendants des autres joueurs. Et il y a des événements qui sont des sortes de courses. Vous avez par exemple celui-ci, qui vous dit que la civilisation en tête sur la piste verte, donc la piste de prestige, reçoit 6 points de victoire et 3 pièces. Et ça, ce n'est valable que s'il est le seul en tête. S'il y a plusieurs joueurs à égalité, personne ne reçoit la récompense. Donc il y aura des événements qui seront des sortes de compétitions entre les joueurs, qui pourront avoir lieu aussi. Donc, on fait la météo, on résout l'événement. Ensuite, on marque les points des catégories de l'ère. Donc là, on est à l'ère 1, on va marquer les points de la première catégorie ici, et donc on vous dit que ici, c'est la piste de construction qui va compter. Donc on va regarder à quel niveau on se situe sur la piste de construction, admettons je suis niveau 3, et on va multiplier cette valeur par la valeur 1 point de victoire qui est indiquée dessous, pour marquer des points de victoire tout de suite. Donc là j'ai 3 x 5, 15, j'avance de 15 sur la piste de points de victoire. Chaque joueur va faire ça, et ensuite on enlève la tuile, ce décompte a été fait. Et la dernière phase, c'est que le joueur qui aura marqué le plus de points grâce à cette tuile-là, va récupérer le marqueur de premier joueur. Ce sera le nouveau premier joueur pour la manche d'après, l'ère d'après. Et on a fini. S'il y a égalité sur le nombre de les joueurs qui ont marqué le plus de points, le marqueur va passer au joueur suivant parmi ceux à égalité. On a fini donc la phase d'événement, on passe à la phase de revenus. Là, chaque joueur va recevoir tous les revenus de ses puces de revenus, donc tous les revenus, toutes les cartes et les tuiles qui auront une petite main vont pouvoir être activées dans l'ordre de son choix par chaque joueur pour gagner ce qui a marqué dessus, tout simplement. Ensuite, les joueurs vont gagner des points par rapport aux statues qu'ils auront construites. Donc les statues sur les terrains de construction feront gagner des points en fonction
de la position de son marqueur sur la piste des faveurs d'Aguera ici. Donc, en fonction de la position de ce marqueur, chaque statue fera gagner 1, 2, 3 ou 4 points de victoire. Ensuite, on va défausser tous les jetons chasse qu'on aura mis sur le plateau pendant l'air. Et on va remettre des marqueurs d'initialisation sur les plateaux de chaque joueur pour qu'il y ait un marqueur sur chaque piste de réinitialisation ici, avant de commencer la nouvelle ère. Une fois qu'on a fait tout ça, hop, on remet le marqueur là-haut et on repart pour un nouveau tour. Et donc je récapitule les phases de jeu. Première chose à faire, on dévoile l'événement, on dévoile une nouvelle carte pour chacune des activités ici. Les cartes, elles vont venir s'empiler les unes par-dessus les autres. Si elles n'ont pas été prises, on va venir mettre les cartes par-dessus. Et du coup, on n'aura accès qu'aux cartes qui sont visibles. Les autres, il faudra dépiler les cartes pour pouvoir y avoir de nouveau accès. Ensuite, deuxième phase, chacun choisit une puce de succès, la met dans sa réserve ici. Troisième phase, on prend tous une ressource d'un territoire où on est présent au choix parmi les 3 possibles. Ensuite, c'est la phase d'action où on va activer donc nos différentes technologies à tour de rôle et faire un certain nombre de réinitialisations pour faire avancer le marqueur. Ensuite, on a la phase de site où on va activer les 3 sites en question. La phase d'alimentation, on doit nourrir ses personnages. À défaut, on les affaiblit ou on les perd et ensuite on gagne 1 point par personnage qui est toujours debout. Phase d'événement, on résout la météo, on résout l'événement, on gagne les points de victoire de la fin d'ère. Et on passe le marqueur de premier joueur à celui qui a marqué le plus de points. Phase de revenus, on gagne tous les revenus de nos puces de revenus. On gagne des points de victoire des statues qu'on a construits, on enlève les jetons chasse s'il y en a, et on remet des marqueurs ici. On va faire ça donc 4 fois, 4 phases. À la fin de la 4e phase, on va prendre le marqueur ici, et on va le mettre là, et on va passer au décompte de fin. Pour le décompte de fin, on va avancer ici, étape après étape, et on va compter les points. Avant d'expliquer le décompte de fin, je vais expliquer ces fameuses pistes ici de progrès, comment elles fonctionnent, à quoi elles servent. Donc vous allez au fil du jeu progresser sur ces pistes-là avec différents effets de cartes. À chaque fois que vous passerez un palier qui est indiqué par une flèche sur une des pistes, vous gagnerez le bonus qui est indiqué à droite. Ces bonus-là, ça va être sur la première ligne en tout cas, de améliorer une technologie correspondant à la piste sur laquelle on est passé. C'est-à-dire que là, je monte mon marqueur violet, je vais pouvoir améliorer une technologie violette, les technologies de valeur 5. Donc là, je vais regarder sur mon plateau, et je vais suivre tout simplement la ligne violette. Et chaque tuile violette, c'est une tuile que je pourrais améliorer. J'en choisis une, et je l'améliore. Si elle est au niveau 1, je la passe niveau 2. Si elle est au niveau 2, je l'enlève pour être niveau 3. On ne pourra jamais être plus haut que niveau 3. Donc ça, c'est une façon d'améliorer les technologies sur son plateau. Si on passe le 2e palier, on choisit soit d'augmenter de 1 sur la piste des faveurs ici, soit de déclencher un revenu disponible sur notre console. Si on passe le palier 3, on a à nouveau la possibilité de développer une technologie. Palier 4, on gagne tout de suite 3 points de victoire. Palier 5, on choisit soit on gagne 3 points de victoire, soit on active une de nos 2 tuiles de stade. C'est le 2e moyen d'activer les tuiles de stade. Et phase 3, dernier étage, on gagne 3 points de victoire. Quand on arrive sur l'emplacement 12, à chaque fois qu'on doit progresser encore, on gagne 2 points de victoire à la place. Ça, voilà, c'est les petits bonus qu'on va avoir à monter là-dessus. Et évidemment, monter là-dessus, c'est aussi des points de victoire. Donc soit si on a tiré les tuiles au décompte de fin de chaque ère, et sinon, de toute façon, à la fin de la partie. Avant toujours de passer au décompte de fin, je vous explique aussi que dès lors que vous aurez dans votre console les 4 cartes ou 4 tuiles sur le stade 1 ici, tout de suite vous gagnez le bonus de la ligne ici qui est de gagner une puce de revenu et de l'activer n'importe où dans votre console. Dès que vous avez réussi à remplir toute la ligne du stade 2, vous avez la 3e possibilité d'activer les stades 4 et 5. Donc stade 4 et 5, vous avez 2 tuiles, sont inactifs au début. Première possibilité d'en activer un, construire vos 4 fermes, vos 4 colonies. Deuxième possibilité, avoir votre 2e ligne complète. Troisième possibilité, monter sur l'avant-dernier palier ici.
Voilà, je crois que j'ai rien oublié, donc je peux expliquer le décompte de fin. Le décompte de fin, il est simple. Là, première piste, technologie, vous regardez où vous avez votre marqueur, et vous marquez un point par niveau. Donc là, vous êtes niveau 3, vous marquez 3 points. Chaque joueur fait ça. Deuxième palier, exactement la même chose. Troisième palier, exactement la même chose, sauf que là, en début de partie, on avait tiré la tuile, et du coup, ça a bonifié les points de victoire. Cette piste, c'est 2 points par palier. Ici c'est un point, ici c'est un point. Ici, ça va être des points pour chacun de vos marqueurs d'attributs ici. Donc vous comptez tous vos marqueurs d'attributs et vous marquez un point par marqueur d'attribut. Ici, ça va être les points de prospérité, ça va être 2 points, puisqu'on a tiré la tuile, sinon c'est 1, par diamant visible sur votre plateau. Les diamants, vous allez les trouver à différents endroits. Vous allez avoir des diamants sur la case de nourriture. Par colonne de marqueurs de nourriture remplis, ça vaut 1 diamant. Même chose pour la case de revenus, enfin la case d'argent. La case d'argent, ici, j'ai 2 colonnes remplies, ça me fait 2 diamants supplémentaires. Ensuite, vous avez les diamants qui sont placés sous les colonies que vous avez construites. Et ensuite, vous avez des diamants dans votre tableau de ressources. Si vous avez au moins une ressource dans 2 cases adjacentes, vous débloquez le diamant qui est entre les deux. Donc ici, j'ai 1 diamant grâce à ces 2 ressources, et 2 diamants supplémentaires grâce à ces 2 ressources. Et donc vous allez faire le total de tous les diamants que vous avez là. Donc là j'aurai 1 diamant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 diamants, donc je vais faire 9 x 2, 18 points. Donc voilà comment on gagne les diamants, c'est vraiment là-dessus que ça se passe. Ensuite, vous allez marquer les points par population. Donc chaque personnage que vous aurez sur le plateau principal, qui soit affaibli ou robuste, vaudra ici 3 points de victoire. Ensuite, vous gagnez des points par région dans laquelle vous êtes présent. Donc là, je suis présent dans 1, 2, 3 régions puisque je suis sur l'eau. Je gagne 3 x 2, 6 points. Et ensuite, vous allez marquer les points pour votre console. Donc la première phase, ça va être les points de chaque ligne. Donc vous voyez que au stade 1, chaque carte ou tuile que vous aurez vaudra 2 points. Donc là, j'ai 2, 4 points. Au stade 2, chaque tuile ou carte que vous aurez vaudra 3 points. Et donc c'est là où les succès sont intéressants parce que chaque tuile succès vaut les points indiqués. Donc là, j'ai 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Stade 3, pardon, c'est 4 points par carte. Et stade 4 et 5, si vous les avez activés, ça fait 7 et 10 points. S'ils sont pas activés, ça fait 0. Ça, c'est la première chose à regarder. Et la deuxième chose sont les points de victoire qui seront affichés sur certaines cartes. Vous aurez des cartes bâtiments qui vont vous faire marquer des points en fonction du nombre de cartes que vous avez dans la colonne. Évidemment, je ne vais pas en trouver là. Attention. Ce sont ces cartes-là. Vous voyez, si j'avais eu cette carte ici, ici, à la fin du jeu, j'ai 1 point par carte et puce dans cette colonne. Donc là, j'aurais eu 3 points supplémentaires grâce à cette carte. Donc des cartes comme ça, il y en a plusieurs dans des couleurs différentes. Et c'est tout. Une fois que vous avez fait tout ce décompte, c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur. Et s'il y a une égalité, par hasard, ce sera le joueur qui aura développé le plus de technologie qui sera déclaré vainqueur. Et sinon, on partage la victoire. Et on a fait le tour de toutes les règles de Civolution. Donc je suis pas rentré dans les détails des différentes évolutions des technologies, mais normalement, avec tout ce que j'ai dit, ce sera assez limpide. Dans tous les cas, chaque joueur va pouvoir avoir en début de partie une grosse aide de jeu de 8 pages, écrit assez petit, qui va résumer tous les icônes, toutes les actions, toutes les tuiles et toutes les technologies que vous avez dans le jeu. Et la phase de réinitialisation, donc si vous avez besoin d'un petit rappel, c'est là-dedans que ça se trouve. Mais pour avoir fait plusieurs parties, dès la première partie, normalement c'est assez limpide, on n'a pas vraiment à revenir dans les règles, c'est assez simple à comprendre. Donc les règles sont pas si compliquées, il y a beaucoup d'actions possibles, mais elles sont toutes assez explicites, les icônes sont plutôt faciles à comprendre. Ce qui va être un peu compliqué, c'est justement de pas se perdre dans toutes ces actions et d'essayer de bien être focus sur notre stratégie
notamment en fonction donc des petits multiplicateurs ici, des petits multiplicateurs ici, et des différents événements qui vont sortir à chaque âge, et de la stratégie de développement de votre console. Donc un jeu finalement beaucoup moins compliqué que ce que je pensais, mais quand même très riche et très expert, hein. C'est un jeu, clairement, on peut pas y jouer avec n'importe qui. Les durées de partie sont quand même assez longues, même si on s'ennuie pas une seule seconde. Et pour l'instant, j'ai joué qu'à 2. Honnêtement, à 3 ou à 4, je pense que ça serait vraiment peut-être trop long pour ce que c'est. Mais ça reste quand même un excellent jeu de civilisation, encore un très bon jeu de Feld que je vous conseille si vous aimez les gros jeux experts, de tester, en sachant qu'il y a quand même pas mal d'aléatoires et que ça peut embêter certaines personnes. De l'aléatoire dans les cartes qu'on va piocher, de l'aléatoire dans les dés qu'on va lancer, de l'aléatoire dans les événements. Il y en a un petit peu partout, mais moi ça m'a pas du tout dérangé. Je trouvais c'est la partie un peu fun du jeu. Il faut s'adapter à ce qu'on fait. On a toujours des petits moyens de contrer un petit peu les aléas du dé. Voilà, ça fait partie du charme du jeu. Donc c'est vrai que pour les gros jeux experts, ça peut embêter des gens. Moi c'est pas le cas. À vous de voir si ça peut être un frein ou pas. Dans tous les cas, ça reste un excellent jeu. Bon jeu.